bah, je vous propose de commencer. Alors peut-être... C'est bon. Oui, Non, c'est... peut-être qu'on pourrait commencer par les questions de biologie. Aucune ne m'a été posée, donc c'est pour savoir si vous en avez. Il semblerait que non, qu'il n'y en ait pas. Alors, je vais continuer avec les questions qui m'ont été posées. Donc, question de géologie. Pourquoi sur la carte des Alpes, je dis tout le temps que les massifs cristallins sont du primaire et pas du secondaire? C'est parce que c'est une orogénèse qui démarre au secondaire. Donc forcément, si on s'intéresse aux massifs cristallins, ils sont déjà cristallins quand ça commence. Et donc s'ils sont métamorphisés, ils sont métamorphisés au primaire. Et si c'est des roches magmatiques, elles sont déjà là. Donc ça ne veut pas dire qu'on ne pourra pas faire de massifs cristallins au secondaire. Il y a probablement là, à la base des Alpes, à 30 km de profondeur, il y a de la roche cristalline, mais elle affleurera dans des dizaines de millions d'années. Et elle sera le massif cristallin de la prochaine orogénèse dans 100 millions d'années. Du coup, les massifs cristallins du primaire, c'est ceux de la chaîne hercynienne? Oui, ils proviennent de la chaîne hercynienne. Et on verra dans le TP massif ancien, le dernier TP de l'année, qu'il peut y avoir des massifs cristallins avant le primaire, dans le massif armoricain. Donc massif cristallin, c'est juste ce qui reste de la croûte de l'orogénèse précédente. Ça va, c'est clair? Oui, oui. Alors une autre inquiétude, c'est comment fallait-il colorier le Grand Paradis? Alors, soit vous choisissez des couleurs différentes, mais que je vous suggère quand même assez proches, pour les massifs cristallins externes et pour les massifs cristallins internes, mais j'ai peur que ça brouille un petit peu le message, donc moi je serais vous, je garderais en rouge tous les massifs cristallins quels qu'ils soient, et de toute façon on verra bien qu'il y en a des qui sont métamorphisés et pas d'autres, parce que vous allez rajouter en bleu le figuré métamorphique. Donc comme ça vous verrez tout de suite que ce sont des massifs cristallins et vous verrez tout de suite s'ils sont métamorphisés ou pas. Par contre, prenez une couleur qui tranche franchement pour les massifs de la Froapullie, justement pour pas les mélanger. Mais du coup, c'est le Grand Paradis, c'est comme Doramer, Oui, c'est de l'Europe. mais on n'est pas dans le faciès écologique, par contre. Non, 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 on est en faciès schiste bleu. Est-ce qu'il y a Attendez, je vois pas très bien. des massifs cristallins? Est-ce qu'il y a des massifs cristallins qui se sont formés pendant la chaîne des Alpes et qui sont à la surface? Ah, qui sont à la surface? Non. Les massifs cristallins qui Non. se forment, ils se forment actuellement en profondeur à plus de 15 km de profondeur. La seule chose qui a pu arriver durant la formation des Alpes à certains massifs cristallins, c'est de se faire métamorphiser, mais c'est tout. Et une troisième question qui m'avait été posée, c'est est-ce que ce qui est actuellement des blocs basculés, est-ce que ça devient des écailles tectoniques? Oui, alors c'est tout petit pour une écaille quand même, hein, parce que on va juste avoir quelques dizaines de kilomètres de long, donc c'est ce qu'on va appeler une mini-écaille. Normalement, une écaille tectonique, c'est plus volumineux que ça, mais oui, ça participe à l'écaillage, mais c'est un peu petit pour qu'on considère ça comme une vraie écaille tectonique de chaîne de montagne. Est-ce que vous pouvez répéter l'échelle quelle est l'échelle d'une écaille tectonique? Alors, pour qu'on parle vraiment d'écailles tectoniques, on compte en dizaines de kilomètres d'épaisseur. D'accord. Minimum, hein. D'accord. C'est les grands chevauchements qu'on voit sur la coupe crustale. Hmm.
Est-ce que vous aviez d'autres questions? Vous pouvez répéter ça? Ah, on vous entend pas du tout, Germain. Germain, Peut-être essayer par le chat? Je vous demandais juste de répéter la question parce que je vous avais pas entendu non plus. Quelle question? La toute dernière, je vous demandais si vous aviez d'autres questions. Oui, enfin celle qui était juste avant du coup. Est-ce que les blocs basculés deviennent des écailles tectoniques? Non, celle qui était juste après. Ah, c'était quelle est la taille d'une écaille tectonique? Et une écaille tectonique, Ah oui, c'est plusieurs dizaines de kilomètres d'épaisseur. d'accord. Mais madame, Mhm. du coup tout ce qui est Grand Paradis, Doramera et puis même les parties appuliennes, on peut pas qualifier ça de massif cristallin du coup, mais c'est juste que c'est des massifs. Enfin, le terme cristallin précisément, ça veut juste dire que ça appartient à l'orogenèse précédente. Cristallin, ça veut juste dire que c'est un ensemble de roches magmatiques et métamorphiques. C'est tout ce que ça veut dire. Et parce que du coup, comment, enfin, le Grand Paradis, Doramera, c'est des massifs. On peut pas qualifier ça de massif cristallin? Si, ce sont des massifs cristallins. On les appelle massifs cristallins internes européens. Internes parce qu'ils sont du côté est du chevauchement pénique frontal et européens parce que du point de vue tectonique, ils appartenaient à la plaque européenne. Donc, massif cristallin, c'est juste descriptif. On a affaire dans le paysage à quelque chose de très massif, constitué de roches magmatiques et métamorphiques. C'est tout ce que ça veut dire. Après, nous, on va l'interpréter comme étant l'ancien socle qui a été fracturé, qui a bougé, qui est remonté lors de l'orogenèse. Mais ceci est une interprétation. D'accord. Mais là, tout ça, on va le voir dans le cours. Bien sûr. Là, tout ce que vous avez à faire dans ce TP, c'est prendre des repères. Qu'est-ce qu'on appelle le Jura, qu'est-ce qu'on appelle la zone subalpine, qu'est-ce qu'on appelle les zones externes, internes, etc. C'est arriver à prendre des points de repère. Par contre, c'est normal que pour le moment, vous ne compreniez pas très bien de quoi on parle, que ça vous semble très flou. C'est normal. Ok, ça va. Ça. Tout va s'éclairer demain matin. Enfin, en partie, puisqu'on a seulement commencé le cours. Ok. Ok, merci. Mais du coup, madame, oui. Dans l'océan alpin, on avait c'était colorié ça en. Je parle pas des massifs cristallins du coup, mais au niveau de par exemple en schiste lustré. Mais on avait quand même mis des figurés de métamorphisme, notamment schiste bleu. Mais du coup, on peut pas parler de massif cristallin si c'est des schistes lustrés métamorphisés. Non, parce que du coup, ça serait des roches métamorphiques. Ici, on appelle cristallin ce qui était déjà dur, déjà métamorphisé avant de rentrer dans l'orogenèse alpine. Là, ce sont des terrains sédimentaires qui sont certes devenus des roches métamorphiques, mais au cours de l'histoire alpine. Ah oui, d'accord. Donc, ils feront peut-être partie des massifs cristallins de la prochaine orogenèse dans 100 millions d'années. Oui, d'accord. Et du coup, on avait le Jura, pourquoi il est divisé en Jura des plateaux et Jura plissé? Parce qu'il appartient. L'histoire du Jura, elle est pas indépendante de l'histoire des Alpes. Il n'y a pas eu un épisode tectonique particulier pour le Jura? Pas du tout. Le Jura, c'est la couverture sédimentaire décollée des Alpes qui a été déplacée vers l'extérieur et qui a donné le Jura. Et c'est pour ça qu'on a les déformations les plus importantes côté Alpes et puis une zone presque pas déformée de l'autre côté. Donc c'est juste de la couverture sédimentaire plissée. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, vous m'entendez? Oui. C'est à un moment, vous parlez des calcaires récifaux, oui. Et vous dites juste après qu'il y avait un climat tropical au Crétacé. C'est quoi le lien entre les deux?
Enfin, il y a un lien ou pas? Oui, il y a un lien. Dans l'état actuel, on ne voit de récifs que dans la zone intertropicale. Parce qu'il faut une température suffisante pour que les animaux qui construisent le récif, ce qu'on appelle des polypes, puissent se développer. Donc si vous voyez, par le principe de l'actualisme, si on voit des récifs fossiles, on est obligé de supposer que c'est les mêmes conditions qu'à l'heure actuelle, donc une zone intertropicale, et puis en plus une tranche d'eau qui est relativement fine, parce que comme les polypes hébergent par symbiose dans leur tissu une algue verte, ils ne peuvent pas survivre s'il y a une tranche d'eau trop épaisse parce que les longueurs d'onde sont absorbées, et ils ne peuvent pas survivre si l'eau n'est pas claire pour la même raison. Donc on sait qu'il y a au plus 7 mètres d'eau, 7 mètres d'eau claire au-dessus des récifs. D'accord, ok. Alors il faut voir que la France était quasiment sur la zone équatoriale au Crétacé. Ah oui, ah oui. Ok. Dans le bassin parisien, vous en avez plein des récifs. Si vous avez une carte avec du Jurassique dans le bassin parisien, pensez à chercher les récifs, les passes, etc. En fait, à décrire un paysage de lagon tropical. Mm. Et est-ce qu'on va le revoir en cours quand on a une faille et qu'on a un gros bloc plein de choses différentes dedans là, qui nous permettent de dater le jeu de la faille? On va le revoir en cours? Non, l'holistolite, on le voit que en TP parce que ça, c'est normalement quelque chose qu'on fait sur le terrain. C'était pour faire une pseudo-excursion de terrain. Ok. Mais du coup, je comprends pas trop. Est-ce que vous pouvez réexpliquer rapidement pourquoi ça nous permet de dater le jeu de la faille? Alors, je vais essayer de vous faire ça sous forme d'un schéma. Donc, on va arrêter. Voilà. Je vais essayer d'avoir une page blanche. Ça n'a pas l'air. Voilà. Donc, ce qu'on a, c'est que on a donc une pente. Et puis comme c'est bien droit, on reconnaît un miroir de faille. Ce qu'on appelle miroir, c'est le fait d'avoir une surface quasiment plate. Donc ça, c'est caractéristique d'une faille. Et puis on a ici un petit objet, bon, qui porte le nom technique d'holistolite, mais vous pouvez oublier, qui est une brèche. Ah, c'est très embêtant parce que l'outil, il arrondit ma brèche. Alors elle est plus du tout bréchique. Vous imaginerez que les éléments sont très anguleux. Quand on voit une brèche, surtout quand on est comme ça au pied d'une falaise, eh bien le plus simple, c'est de proposer que ce soit ce qui était en haut de la falaise qui est tombé, puisque justement c'est anguleux, donc ça n'a pas été transporté. Donc ça veut dire que ce qui est aujourd'hui en bas, là tous les éléments figurés bréchiques, ben, ils étaient en haut. Bon, avec ça, on date pas davantage. Donc ce qui est intéressant, c'est en fait de regarder le liant. Qu'est-ce que c'est ? Parce que ce qui est aujourd'hui un liant qui est dur, qui a fait une diagénèse, bah, c'était tout simplement un sédiment parce que sinon il ne serait pas tout autour. Donc ça veut dire qu'à l'époque, c'était un sédiment qu'on en avait un petit peu partout et puis qu'on a simplement eu des blocs qui sont tombés par morceaux à l'intérieur de ce sédiment qui à l'époque était meuble. Donc si ce sédiment à l'époque il était meuble, alors je ne dessine pas avec le beau motif parce qu'en fait c'est du calcaire, c'est qu'il était en train de se déposer, c'est qu'il était en train de sédimenter. Donc ça veut dire que la faille elle était en train de fonctionner puisque on a des blocs qui tombent, donc c'est forcément qu'il y a un relief et que la faille elle est en train de fonctionner, sinon on n'aurait pas de relief, au moment où est présent ce liant puisque les blocs ils tombent dans ce liant. Ok, mais on n'aurait pas pu avoir la faille qui a terminé de jouer et le bloc qui tombe après? Si, mais alors du coup, on n'a plus de liant. On a des choses comme ça. On a des blocs, mais ils ne sont pas complètement enrobés par quelque chose. S'ils tombent sur quelque chose de dur, qui a déjà fini sa diagénèse, ben on a juste un éboulis de bas de pente. On n'a pas des éléments anguleux complètement enrobés dans une autre roche.
Pourquoi c'est devenu tout dur quand la faille ne joue plus? Pourquoi il peut pas y avoir un lagon? Bah, c'est la même chose. La question est, si ça tombe sur quelque chose qui est déjà durci, donc ça tombe bien après, ça se voit. Sinon, c'est que ça tombe dans quelque chose de meuble. Que ce liant meuble il soit dans un contexte de lagon ou d'autre chose, ça change absolument rien. Oui, c'est ça, mais pourquoi il peut pas y avoir Pourquoi il peut pas y avoir, une fois que la faille a arrêté de jouer, des blocs du haut de la faille qui tombent dans un sédiment qui est quand même meuble parce qu'il y a la présence d'un lagon? Et par quel miracle il n'y aurait pas eu d'érosion au moment où se forme la faille? Par quel miracle est-ce qu'on aurait eu un relief qui n'est pas érodé? C'est très curieux comme hypothèse. Au moment... Parce qu'aujourd'hui, quand on a des reliefs, on a toujours une brèche de bas de pente. Oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Donc, ce que vous dites, c'est que du fait que comme on est sûr qu'il y a des éléments qui tombent dans les sédiments meubles au moment où la faille joue, ça nous indique le moment le plus tôt dans l'histoire dans l'histoire de cette faille. Dans l'histoire de cette faille. Alors, il faut bien être précis qu'on a daté que cette faille-là. Oui. C'est plus clair? Mais les blocs, là, ils tombent dans la couche de liant? Oui. C'est ça? Puisque le liant les entoure complètement, c'est qu'il n'était pas dur. Donc il était encore souple, il était encore en train de sédimenter. Donc c'était simplement des petits tests calcaires qui étaient encore pas durcis du tout. Ça tombe dedans, donc du coup ça les enveloppe totalement. Et puis après, par diagénèse, ça va durcir et ça va donner un vrai calcaire. Mais pourquoi on ne peut pas avoir des sédiments qui n'ont pas subi la diagénèse après que la faille ait arrêté de jouer? Bah, donc du coup, on est dans la deuxième figure, hein, celle qui est dessinée ici. Et ça va se déposer dessus. Tu vois que ça donne pas du tout la même image. Si après je prélève ceci, où donc j'ai tous les blocs en bas, et ceci où c'est complètement enrobé dans le liant, j'ai pas la même image. Là, je vais avoir du liant, tu vois, qui vient contre, mais qui les enrobe pas complètement. Parce que c'est dur. Donc en fait, tout ce que je vais avoir, c'est une brèche de bas de pente. Et puis dans les trous, juste dans les trous de mes éléments figurés, je vais avoir un peu de liant. Alors que là, ça les entoure complètement. Il y en a vraiment sur toutes les faces. Donc ça veut dire que c'était quelque chose de meuble. Mais il peut aussi y avoir très bien des sédiments qui tombent dans quelque chose de meuble une fois que la faille a fini de jouer, qui tombent juste du fait de l'érosion. Et qu'on ait à la fois des choses enrobées dans quelque chose de meuble parce que la faille a joué, et des bouts de falaise qui sont enrobés dans quelque chose de meuble juste parce qu'il y a érosion. Alors, tu veux dire comme le cas du haut? Bah, on aurait le cas du bas, mais aussi en haut. Oui, alors ça existe sur d'autres failles. Sur d'autres failles, on voit cette situation-là seulement. Et bon, bah, c'est beaucoup moins intéressant. Ce que ça nous permet de dire, c'est que le sédiment qui comble les trous est postérieur au jeu de la faille. Ça permet, bon, quand même, de donner un calage temporel, mais c'est beaucoup moins intéressant. Donc c'est pour ça qu'on va toujours à celui d'Ornon, parce qu'on a la chance d'avoir le cas du bas. Vous avez dit que c'était quoi du coup les liants? Ça venait d'où? Le liant ici c'est simplement des sédiments calcaires. Ok. Donc comme toujours, hein, les sédiments calcaires c'est des tests de plancton carbonaté qui fait des tests carbonatés. D'accord. J'ai l'impression de poser encore la même question, mais comment on sait que le liant il a le même âge que la faille? Alors, comment on sait que c'est pas un liant après la faille? Le liant après la faille, c'est le cas numéro 1. Donc il va combler les trous. Donc on va avoir un empilement comme quand on a un écroulement. On a un écroulement et puis dans les trous, on va avoir un peu de liant. Alors que si on a quelque chose qui est très souple et que tu as un morceau qui tombe dedans, bah forcément, il va être complètement entouré. Donc c'est la disposition relative entre le liant et les éléments figurés qui permet de savoir si c'était souple au moment où c'est tombé ou si c'est tombé après coup. Ou éventuellement si c'était dur et que les éléments sont tombés dessus. Ce sera encore une autre possibilité.
Donc là, on a de la sédimentation qui est post-éboulement, là qui est sin éboulement, et là, on avait de la sédimentation qui était avant l'éboulement. Et ça donne pas les mêmes images. Ok. Parce que madame, quand il y a un jeu de faille, les sédiments ils sont tout le temps mous, mais quand il n'y a pas de jeu, ils sont durs, c'est ça? Ah non, 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 ce sont des choses complètement différentes. Le jeu de la faille, tout ce que ça fait, c'est que ça fait apparaître un relief. Et comme ça fait apparaître un relief, ça fait apparaître de l'érosion. Donc on sait que la faille joue parce qu'il y a érosion. C'est ça notre critère. Mais le problème, c'est que ça nous donne pas du tout le moment où on a réalisation de cette érosion. Et donc on va regarder le rapport entre les éléments figurés et le liant pour savoir si on a des éléments qui sont tombés au pied de la faille et puis des sédiments qui sont venus combler l'espace entre les morceaux. Donc là, tout ce que ça nous dit, c'est que les sédiments sont arrivés après. Ou si on a quelque chose de très souple et des sédiments qui tombent un peu comme dans du fromage blanc, donc ils vont pas jusqu'au bout. Et donc ils restent enrobés du liant. Ah, mais on suppose que les blocs ils tombent en même temps que la faille joue? Bah forcément, parce que ce qui fait qu'il y a érosion, c'est qu'il y a un relief. Donc au fur et à mesure que la faille joue, elle crée un relief, et ce relief est érodé. Parce que tant que la faille ne joue pas, il n'y a pas de relief, il n'y a pas d'érosion. Ah ok, c'est ça que je comprenais pas. Ok. On peut me demander de dire si le liant est antérieur ou postérieur à l'érosion. Ben, c'est la relation entre les deux qui nous permettra de dire si le dépôt du liant est antérieur ou sin éboulement ou post-éboulement. Donc imaginons que la roche qui vous intéresse, elle est déjà en diagénèse, elle est déjà durcie au moment où la faille joue. Donc à ce moment-là, le relief qui est présent, qui crée une érosion, ça fait juste un écroulement de bas de pente. Puis c'est tout ce que vous voyez. Deuxième possibilité, pour une raison ou pour une autre, il n'y a pas de possibilité de sédimentation au moment où la faille joue. Peut-être parce que, par exemple, on est dans un milieu pas immergé, et puis ce serait immergé seulement après. Et donc, la sédimentation, elle se fait après. Et donc, vous voyez qu'elle va venir occuper tous les petits espaces qu'il y a entre les blocs de l'éboulis. Mais en fait, quand on regarde Ornon, on n'a pas cette première situation. On n'a pas non plus cette deuxième situation. Ce que l'on a réellement, quand on regarde ce qu'on a au pied de la pente, c'est qu'on a cette image-là. Et vous voyez que ça ne correspond pas. Si la roche qui m'intéresse, qui est la roche calcaire, il faudrait que je mette toujours le même code. Si la roche calcaire était formée avant, j'aurais cette image-là. Si la roche, j'aurais image numéro 1. Si la roche calcaire était formée après, j'aurais cette image numéro 2. Or, j'ai cette image-là. Donc c'est ni avant ni après, c'est pendant. Moi, j'ai une autre question. Tout à l'heure, vous avez dit que si on avait une carte sur le bassin parisien, il fallait qu'on cherche dans le Jurassique des traces d'anciens récifs. Et qu'est-ce qu'il faudrait qu'on cherche? Alors, il faut vraiment que vous ayez en tête un lagon actuel. C'est-à-dire que quand vous avez un lagon actuel, on a une zone qui est relativement peu profonde et la barrière de corail, elle est ici. Donc on va chercher dans l'espace une barrière de corail. Derrière, on a assez peu d'agitation, donc on va avoir une sédimentation avec des particules fines, voire carrément des argiles. De ce côté-là, au contraire, on va trouver des résidus d'érosion parce qu'il arrive parfois que la barrière de corail soit atteinte par des tempêtes ou des choses comme ça. Donc on va trouver des brèches en fait
de ce côté-ci. Et puis si on regarde par au-dessus, vous savez que la barrière de corail, elle n'est pas continue. Vous avez des interruptions qu'on appelle des passes, fort heureusement pour les navigateurs, puisque ça permet de passer. Et c'est en face des cours d'eau. Parce que les cours d'eau amènent des argiles. Et donc, s'il y a des argiles qui arrivent dans tout ce secteur-là, l'eau est trouble. Et les polypes, enfin surtout leurs algues, peuvent pas se développer. Donc on a des interruptions de la barrière de corail et normalement ça doit se retrouver aussi sur une paléo-barrière de corail. Mais du coup, sur carte, concrètement, enfin, je sais pas, on verrait ça comment? Alors sur carte, vous regardez la légende, et dans la légende, généralement, il y a un motif dans le Jurassique où c'est écrit en toutes lettres récif. Et puis voilà, c'est tout. Et après, vous n'avez plus qu'à chercher son emplacement sur la carte. Ok, d'accord, merci. Vous aviez parlé tout à l'heure de l'actualisme, mais est-ce que, enfin, si on se place pas dans l'actualisme, enfin, comment on peut ne pas se placer dans l'actualisme? Comment on peut imaginer que ça n'a pas toujours été de la même façon? Les exemples, par exemple, enfin, je ne vois pas trop comment on peut, oui, ne pas avoir l'hypothèse de l'actualisme. Bah, l'hypothèse de l'actualisme, c'est l'hypothèse la plus simple. Mais parfois, quand on fait des reconstitutions paléogéographiques, on est bien obligé d'admettre que les êtres vivants les plus proches des organismes fossiles qu'on étudie ont visiblement pas les mêmes exigences écologiques. Donc là, on est obligé de faire l'hypothèse qu'ils ne fonctionnent pas de la même manière, qu'il y a eu une divergence évolutive entre les actuels et les fossiles. Est-ce que vous avez d'autres questions? Du coup, madame, du début, on en déduit qu'il y a 3 ensembles quoi, dans les Alpes. Oui. Il y a les Alpes internes et externes. Surtout, il faut savoir où s'arrête l'Europe, sachant qu'il y a des petits morceaux d'Europe dans l'océan, où est l'océan et où est la marge afro-apulienne. C'est vraiment ça qu'il faut savoir faire à la fin du TP. Ok. Moi, j'aimerais juste, est-ce que vous pouvez rappeler la différence entre chevauchement et nappe de charriage? Où elle est la limite entre les deux? Alors, vous avez plusieurs possibilités de déplacement. D'abord, il y a un tout petit déplacement. On va pouvoir garder les deux éléments bien visibles. On a des niveaux de repère qui se voient bien. Ça, c'est juste une faille inverse. Après, si on a la même chose, mais un peu plus horizontale, avec souvent des déplacements qui sont un petit peu plus importants, on va parler de chevauchement. Et puis si on a un déplacement, mais alors tellement lointain que on ne sait même plus d'où ça vient, on va parler de charriage. Donc en fait, c'est quelque chose de quantitatif. Quand le déplacement est faible, c'est une faille inverse. Quand il est un peu plus important, mais qu'on peut encore savoir d'où ça vient, on va parler de chevauchement. Et quand on ne sait même plus, on va parler de charriage. D'accord. Moi, j'aurais une question. En fait, j'ai pas eu le son du début de la vidéo et je sais pas trop si vous avez répondu à la question que je vous avais posée sur le fait que quand on a un bloc basculé, est-ce qu'il peut se transformer en écaille? Alors, les blocs basculés sont des mini-écailles. Parce que on est sur quelque chose d'assez restreint, on a quelques kilomètres à chaque fois entre deux blocs. Et souvent, la vraie écaille, c'est l'ensemble de tous les blocs basculés. Parce qu'une écaille, ce sont des failles, des chevauchements qui se prolongent très loin en profondeur. Et souvent, les blocs basculés, c'est quelque chose qui est un peu plus petit. Donc oui, on peut dire que c'est des écailles, mais souvent les géologues vont considérer que c'est des petites écailles. D'accord, merci. Mais les écailles et les blocs basculés, c'est pas du tout le même mécanisme. Non, c'est pas du tout le même mécanisme. Une écaille, ça va ressembler à ça. Je l'isole de son contexte, il y a tout un tas de contextes. On va trouver un chevauchement à la base, un chevauchement au-dessus,
Et tout ce qui est coincé entre les deux, donc qui est ici, c'est ce qu'on appelle une écaille. C'est tout ce que ça veut dire. Et on est sur... Alors il faut que ce soit gros quand même hein, pour une écaille. On est sur des échelles qui sont de l'ordre d'une dizaine de kilomètres, hein, si on veut donner une échelle. Mais souvent, c'est quand il y a une convergence, non, des plaques. Les écailles se forment au moment où il y a convergence, c'est même plus précisément au moment où il y a collision. C'est la collision qui fracture la croûte continentale et qui crée les écailles. Donc les blocs basculés qui sont des zones déjà fracturées peuvent rejouer en faille inverse et à ce moment-là empiler les blocs les uns sur les autres et faire des mini-écailles. Donc les blocs basculés, ils pourraient rejouer en faille inverse et faire ici là toute une série de mini-écailles au sein d'une grande écaille. D'accord. Parce que les blocs basculés, à la base, c'est quand même un mouvement de divergence. Oui, c'est un mouvement. Normalement, il n'y a que des failles normales dans des blocs basculés, mais lors de la collision, elles peuvent rejouer en faille inverse. Ok. À un moment, vous parlez d'un problème comme quoi dans les Alpes, il n'y a pas pas autant de matériel à l'est qu'à l'ouest. Oui. Mais je vois pas, j'ai pas compris le problème en fait. Si on prend une chaîne de montagne classique avec à peu près le milieu ici, vous vous attendez, alors par l'isostasie, on verra que ça pose un petit problème, j'anticipe un peu, je fais la racine crustale pas homogène, mais si le relief est ici, on doit avoir autant de matériel de ce côté-là que de ce côté-là. Or, le milieu, c'est l'océan. Donc ça veut dire que je dois avoir autant de massifs montagneux côté France, à partir de l'océan, que côté Italie. Et vous voyez que c'est pas du tout le cas. À partir d'ici, il manque tout ça. Parce qu'on a une grande faille décrochante qui l'a déplacé vers le nord. Mais sur la carte, on voit pas... c'est par rapport au relief, on voit qu'il n'y a pas de montagne en Italie, c'est ça? Oui, du côté de l'Italie, on a juste un petit massif. Là, on a juste le Mont Césien, mais en fait, on attendrait beaucoup plus de choses. Mais le problème, c'est qu'à cet endroit-là, on a une faille décrochante et puis on a le bassin sédimentaire d'une autre chaîne de montagne. Donc tout ça est masqué, et ce qui fait qu'on a une chaîne de montagne qui n'est pas du tout symétrique. Ok, d'accord. Mais madame, du coup, pourquoi il y a les bassins, les blocs basculés, ils sont pas symétriques? Mais pareil, on devrait avoir exactement la même chose de l'autre côté, mais ça a probablement soit migré vers le nord avec la faille décrochante, soit c'est passé en dessous du bassin sédimentaire du Pô. Donc on les voit plus. D'accord, donc en fait, ça serait la plaine du Pô, donc le bassin sédimentaire des Apulies, qui aurait, tous les sédiments auraient recouvert, un peu à la manière de notre Jura à nous, auraient recouvert tous les anciens massifs des Alpes. Alors pas à Côté la matière est du Jura, à la matière du bassin molassique suisse. Ah oui, c'est encore le truc de derrière, d'accord. Oui, d'accord. Mais ici, c'est plutôt la faille décrochante qui fait qu'on les voit pas. Beaucoup plus que le bassin. Ils seront montés vers le nord. Oui. Après, vraiment, on a beaucoup de chance en France d'avoir gardé les blocs basculés. C'est rarissime, hein, vous avez vu, on les voit à un seul endroit. La plupart du temps, les blocs sont tellement remaniés, déplacés, etc., qu'arriver à les identifier sous forme de blocs basculés, c'est quasiment impossible. D'accord. Mais du coup, la faille décrochante, elle est postérieure à l'orogenèse alpine? Non, ou elle en fait partie. Elle en fait complètement partie. On verra ça dans le cours. D'accord. Mais pas demain. Il faudra que vous attendiez plutôt la fin du cours. Est-ce qu'on a fait le tour? Oui. Est-ce qu'on se donne... Moi, j'avais d'autres... Oui. J'avais d'autres questions, mais c'était plus sur les anciens cours de géol, en fait. Oui, mais il n'y a pas de problème. Je m'en rappelle plus, j'arrive pas à retrouver dans mon cours exactement la différence avec un leucogranite. Parce que du coup, on disait que c'était après métamorphisme, un granit après métamorphisme devient un gneiss. Et après, si on fait une anétexie partielle, on peut arriver à une migmatite et un leucogranite. Mais en même temps, étymologiquement, ça veut juste dire granit blanc. Alors du coup, j'arrive pas trop à comprendre.
Bah, les locaux granites, c'est simplement que ce sont des granites blancs, mais pourquoi sont-ils aussi blancs? C'est parce qu'ils contiennent énormément de silice. Pourquoi contiennent-ils énormément de silice? Ils en contiennent tellement que par différenciation, ça marche pas. Donc on est obligé de supposer qu'ils proviennent de la fusion d'une roche qui est déjà continentale. Donc c'est pour ça qu'un leucogranite est forcément un granite d'anatexie. Et donc, comme une migmatite. Non, pas comme une migmatite. Donc prenons le point de départ. Donc on démarre avec un gneiss, on augmente encore la température ou on amène de l'eau. Là, on verra que la plupart du temps, le mécanisme, vraiment, c'est d'amener de l'eau. Et donc si on amène de l'eau, il nous reste une roche qui est une migmatite, qui en fait est la roche résiduelle, dans lequel il y a eu des toutes petites gouttelettes de magma qui sont apparues, mais ces gouttelettes de magma, elles ont migré, donc elles ont quitté la migmatite. La migmatite est la roche résiduelle. Et ces gouttelettes de magma qui se rejoignent donnent le granite d'anatexie, ou le cogranite. Ah, d'accord. Oui, c'est que la migmatite, c'est le résidu, et que le leucogranite, c'est le magma qui est collecté, en fait. Exactement. Et sinon, c'était, mais je sais pas si c'est maintenant ou pas, enfin, sur les anomalies de Bouguer. Alors vous avez une vidéo spéciale là-dessus. Je vous incite à aller la voir, et puis s'il vous reste des questions, vous me les poserez. Mais oui, justement, c'était suite à ça, en fait. Oui. Parce que du coup, sur la carte du monde, le Groenland, en anomalie de Bouguer, il est bleu. Du coup, c'est une anomalie négative, et donc ça, c'est un déficit de masse. Mais pourtant, enfin, je veux dire, c'est pas juste de la banquise. En anomalie de Bouguer ou en anomalie à l'air libre? En Bouguer. Et Alors, j'arrivais pas à comprendre. oui, mais alors là, je suis pas très calée en histoire géologique du Groenland. Là, il faudrait regarder dans l'histoire géologique du Groenland parce que je risque de vous dire des bêtises. D'accord. Parce que ça fait partie des anciennes orogénèses, etc. Mais alors à quel moment, quand, pourquoi, j'ai un peu oublié. Oui, d'accord. Mais c'est pas grave. Non, mais je regarderai, puis d'accord. Ok. Merci. Moi, c'était par rapport à la racine crustale. Quand une écaille remonte, l'angle, il y a un angle particulier ou pas pour les failles? Alors, quand elle remonte, c'est pas une histoire d'angle, c'est une histoire de canal serpentineux. On verra ça plus loin dans le cours, c'est que a priori, c'est pas censé pouvoir remonter facilement un gros massif cristallin comme le Grand Paradis. Donc ça remonte dans quelque chose qui est très plastique et ça remonte à cause de cisaillement. Mais ce qui fait l'angle du canal serpentineux, ça a été l'angle de la subduction. Donc en fait, c'est hérité dans l'histoire de la chaîne de montagne. D'accord. D'accord. Ça doit être le cours de jeudi, ça, je crois. Ah oui, je viens de regarder pour le Groenland, j'avais déjà essayé de regarder, mais j'avais pas compris. En gros, enfin, il est bien bleu du coup, et enfin, je sais pas pourquoi, mais vous avez raison, c'est parce que du coup, ça date des Appalaches. Ah bah oui, c'est logique. Si ça a été une chaîne de montagne, il faut énormément de temps avant il y ait érosion et retour à une épaisseur normale. Ah oui, ça veut dire qu'en fait, il reste encore entre guillemets, un fond de racines crustales. Oui. D'accord. Ok. Mais sur le Groenland, l'anomalie, elle peut pas être l'anomalie de Bouguer, elle peut pas être due à la calotte qu'il y a dessus et qui appuie, qui fait un excès de masse? Oh, juste une calotte, ça va faire une flexure qui va avoir un effet, mais est-ce que en soi ça a un effet marquant au point que ça fasse une grosse anomalie de Bouguer? Je suis pas sûre. Que ça contribue en partie avec une faible proportion, oui. Que ça fasse une grosse anomalie de Bouguer, faudrait faire les calculs, mais je suis pas convaincue. D'accord.
On s'arrête là? Est-ce qu'on peut se Juste donner... niveau programme. Oui. Au niveau programme, là, pour cette semaine, il faut faire quoi en cours? Parce que j'ai l'impression qu'il y a énormément de vidéos que vous avez mis, et donc il faut regarder lesquelles. Enfin, il y a peut-être. Eh ben, c'est écrit à chaque fois, pour chaque vidéo en dessous, vous avez, c'est le cours de tel jour. Et donc, ben, vous aurez que les... sur plus, j'ai programmé la mise en ligne. Donc, pour demain, mardi, vous n'aurez que les vidéos de mardi. Donc, il y a cours et TP. Alors, je sais pas si j'arriverai vraiment à finir le TP à temps. Je sais pas si j'irai jusqu'au bout de toutes les vidéos de TP. Le TP, ça risque de peut-être déborder un petit peu sur mercredi. Je ferai de mon mieux, mais je suis pas sûre qu'elles seront toutes en ligne dès ce soir. C'est ça, les vidéos privées. Les vidéos privées, c'est les vidéos qui sont programmées, mais qu'on n'a pas encore le droit de voir. Exactement. Donc, c'est les prochains cours. Donc, effectivement, j'ai un peu d'avance dans le cours et je suis pas très en avance sur le TP. Donc, ça va arriver au fur et à mesure quand vous êtes censé les faire. C'est justement pour vous aider à vous organiser. D'accord. Et les vidéos G2E, rhéologie, tout ça, enfin, il y a plein d'autres catégories. Ça, c'est... Ça, c'est pour votre du culture bonus. générale. Ce sont, voilà, c'est des bonus. J'ai mis plein de choses en playlist pour que vous passiez pas trop de temps à aller chercher quelle vidéo. Après, je me doute bien que vous n'aurez jamais le temps de regarder tout ça. Donc, c'est juste pour votre culture générale. Quand de temps en temps, il y a un thème qui vous intéresse, ben, c'est peut-être plus facile d'aller chercher dans la playlist de la chaîne plutôt que d'aller chercher partout sur Internet. D'accord. Mais vous n'êtes pas merci. censé tout regarder tout ça, hein. Moi, juste, madame, est-ce que vous avez reçu ma colle sur le polymorphisme ou pas? Oui, elle doit déjà être dans les cols corrigés du drive. J'ai pas entendu, ça coupé. Dans le drive, il y a un dossier col corrigé et elle doit déjà être dedans. Ah, d'accord. Ok. Ben, je vous propose de nous arrêter là. Est-ce qu'on peut se retrouver la semaine prochaine à la même heure ou est-ce que vous voulez une autre séance de questions-réponses plus tôt? Peut-être mercredi? Non, c'est bien. Ouais, mercredi. Mercredi, Sur le cours demain. à quelle heure? Parce que vous avez peut-être maths. Maths le matin, il me On a call de maths l'après-midi. Non, c'est demain. Non, ça, c'est demain qu'on a call de maths. Mercredi, on a 10h midi et 14h, 16h. Oui. On a 2 fois maths. Oui. Bah, comme Oui, comme en cours classique en fait. Et demain après-midi, on a call de maths. Ah oui, c'est demain. Bah, ça fait qu'on est libre à partir de 16h, mercredi en soi. Ouais. Bah, on peut dire Bah, ça. officiellement 16h, donc 16h30 parce que c'est maths. D'accord. Non, bah non. C'est bon parce que de 10h à midi, c'est le TD, donc c'est ça qui déborde. De 14h à 16h, c'est juste les questions de cours. Donc en général, on va Moi aussi, ça va déborder. Hein. On va dire 16h30, comme ça, ce sera plus sûr. Tu vas redire le coup de violon. Pardon, de viol, du coup. On aura le temps de préparer nos questions. Voilà. Bon, bah, 16h30. Et puis pour ceux qui ont Mais du coup, madame, se connecter, ils pourront regarder cette session de questions-réponses. Madame, vous préférez qu'on vous envoie les questions au début, enfin avant, ou qu'on vous les pose là? Pour moi, c'est pareil. Après, comme il y a parfois des connexions qui sont mauvaises, je pense que c'est plus facile pour les autres de lire pour avoir vraiment la question. Oui. D'accord. Bon, ben, mercredi prochain, 16h30, et puis ben, bon cours et bon TP, peut-être pas tout à fait fini demain.